Très bien, monsieur Tibéri, vous nous entendez? Je vous entends très bien. Pour l'instant, je ne vous vois pas. Ah, ça va peut-être Ah, c'est mieux. arriver. C'est bon? C'est bon pour moi. Voilà, son et lumière, très bien. Monsieur le rapporteur, chers collègues, nous allons pouvoir procéder à l'audition de ce jour et en entendant monsieur Vincent Tibéri. Monsieur, vous êtes politiste, professeur en sociologie politique à Sciences Po Bordeaux et chercheur au centre Émile Durkheim. Vous avez notamment publié La droitisation française, mythe et réalité, Les citoyens qui viennent, ou encore Français comme les autres, enquête sur les citoyens d'origine maghrébine, africaine et turque. Vous avez par ailleurs écrit plusieurs articles s'intéressant aux comportements électoraux au sein de la société française, et notamment des personnes musulmanes et des jeunes. Comme vous le savez, notre commission d'enquête s'intéresse aux mouvements islamistes en France et à leur stratégie pour nouer des liens avec les élus nationaux ou locaux. Dans ce contexte, il est intéressant d'apprécier si ces mouvements ou leurs idées bénéficient d'un certain écho au sein de la population et, si cela est le cas, de comprendre quelles peuvent en être les conséquences sur l'expression des préférences électorales. Aussi, je vous soumettrai quelques questions en guise d'introduction à nos travaux, en vous proposant ensuite de faire un propos liminaire, puis le rapporteur et les collègues ici présents poseront leurs questions. Trois questions liminaires. La première, dans la présentation que vous avez bien voulu nous adresser en support de votre propos liminaire, il apparaît que les préférences politiques varient sensiblement en fonction de l'appartenance à une religion ou à une autre. Alors, selon vous, quel est le poids de la religion aujourd'hui dans l'expression du suffrage? Deuxième question, alors que plusieurs chercheurs que nous avons pu entendre, notamment Olivier Roy, ont mentionné devant notre commission un regain de religiosité des communautés musulmanes, en particulier chez les jeunes, pensez-vous que ce phénomène puisse rendre cet électorat plus sensible à certaines thématiques islamistes, comme tendrait à le démontrer la récente étude de l'IFOP sur les musulmans et l'islamisme? Troisième question, plusieurs études sur les dernières élections ont été réalisées par l'IFOP et elles font état d'une concentration du vote des musulmans en faveur du groupe La France insoumise. Si ces études sont à prendre, bien sûr, avec précaution, comme l'a d'ailleurs rappelé l'IFOP lors de son audition, comment expliquer ce constat? Est-ce par adhésion à ce parti qui semble avoir évolué au cours des dernières années sur la question de la laïcité, ou est-ce davantage une manifestation d'un rejet des autres formations politiques? Voilà donc les questions liminaires. Je vais vous remercier de bien vouloir déclarer, le cas échéant, tout intérêt public ou privé de nature à influencer vos déclarations, et vous rappeler que, conformément à l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, je vais vous inviter à prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vais donc vous inviter à lever la main droite et à dire « Je le jure ». Je le jure. Je vous remercie et je vous laisse la parole donc pour votre propos liminaire, en vous remerciant encore une fois d'avoir répondu à notre invitation. D'abord, merci de cette invitation. Et puis, c'est tout à fait normal, quand on est sociologue, professeur d'université, de répondre à la demande de la représentation nationale. Effectivement, vous m'avez demandé si j'allais dire la vérité, rien que la vérité, et je vais essayer de le faire, mais dans la mesure du possible, dès lors qu'on est scientifique, et donc quand on sait qu'effectivement, les concepts, les résultats sont toujours provisoires, doivent être pris avec prudence et naturellement, ils peuvent être invalidés dans certains cas. Donc, je vais essayer de faire au mieux. Est-ce que vous avez la possibilité de projeter le PowerPoint que j'avais envoyé ou pas, Monsieur le Président? Alors, on l'a en fait sous les yeux. Ah, Hein, tout le monde là? voilà, Bon, mais donc c'est parfait. je vous remercie. Donc, c'est parfait. Et donc, je tenais à le faire ainsi parce que ça me paraissait important de vous donner effectivement des éléments de d'où je parle et comment effectivement j'adresse cette question ou même cette déconstruction de ce qu'on appelle parfois un peu abusivement, à mon sens, le vote musulman. Alors, non pas que je ne nie pas l'intérêt ou la possibilité d'un tel vote, hein. Et effectivement, comme je l'indique en première slide, c'est des débats qu'on retrouve à différents niveaux électoraux et qui, quelque part, peuvent être interrogés par la science politique, la sociologie électorale à ces différents niveaux.
Typiquement, quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis dans la manière dont des communautés, notamment des communautés d'originaires, gèrent leur rapport avec les pouvoirs publics locaux, ben, on retrouve effectivement des logiques qui renvoient tantôt à des origines, tantôt à des histoires culturelles, tantôt à des religions. On retrouve la même chose au Royaume-Uni et de ce point de vue-là, on le trouve également en France, hein. Il y a eu plusieurs enquêtes qui effectivement montraient que il existe effectivement dans certaines communes dirigées par la droite ou par la gauche des logiques classiques à la fois du côté des responsables politiques, mais également du côté des administrés, des citoyens, des tentatives effectivement de faire valoir leur manière de penser. Et après tout, ça fait partie quelque part du jeu politique. On le voit également quand il s'agit effectivement de certains partis hein, qui ont essayé de construire un vote musulman. Alors, on a beaucoup parlé hein, de l'Union des démocrates musulmans de France, hein, qui ont effectivement essayé de se présenter, notamment aux élections européennes de 2019, avec un succès extrêmement relatif, même si effectivement il y a eu quelques scores importants dans certains bureaux de vote. Mais il y avait déjà eu, hein, dans les années 2000, un parti des musulmans de France qui essayait de faire de même. Et après tout, c'est assez classique en sociologie des partis que de voir émerger des organisations qui essayent de structurer un électorat autour de lignes religieuses. Et c'est typiquement, en fait, la vieille histoire de la démocratie chrétienne qu'on retrouve, une tradition qu'on retrouve dans différents pays européens. Puis enfin, il y a effectivement la question du vote au niveau national. Et donc là, ben, souvent, on voit des expertises différentes émerger. Alors, effectivement, il y a eu cette note hein, d'un des services du ministère de l'Intérieur. Et puis, il y a des interrogations régulières. Et ce qui est assez intéressant, c'est que cette question du vote musulman, elle revient tantôt à gauche, mais aussi à droite, hein. Et je me souviens que au moment des élections municipales de 2014, au moment où notamment Jérôme Fourquet faisait un travail pour la Fondation Jean Jaurès sur ces questions-là. On avait pu identifier un certain nombre, notamment de tentatives du côté de Jean-François Copé et d'autres, d'essayer d'activer ce type de vote, notamment pour poser. Slide suivante, du coup. Et donc, il y a un succès, mais simplement un des enjeux, et c'est là où je me positionne en tant que scientifique, c'est-à-dire que, a priori, je ne suis pas quelqu'un qui refusera de tester l'hypothèse. Simplement, il faut bien avoir en tête effectivement que l'hypothèse d'un vote musulman, il va en parallèle avec d'autres facteurs qui pourraient être tout aussi explicatifs. Typiquement, aux États-Unis, on voit que ça tient notamment à la question des discriminations. C'est-à-dire qu'on constate que plus un groupe est discriminé, plus il a tendance à voter pour les démocrates. Ça peut être dû effectivement aussi à des questions culturelles ou à des questions historiques, des questions de trauma qui peuvent renvoyer notamment à l'histoire de ces différents groupes. Et ça peut aussi être des questions de composition. Effectivement, on sait que les immigrés et les descendants d'immigrés sont... Il existe aujourd'hui une classe moyenne hein, d'origine maghrébine, d'origine africaine, mais il existe aussi parmi elles et eux beaucoup d'employés, beaucoup d'ouvriers, beaucoup de catégories populaires. Donc il y a plein de raisons qui peuvent essayer d'expliquer ça. Slide suivante, du coup, je suis désolé, hein, ça fait un peu bizarre de faire comme ça, mais j'essaye de faire au mieux. Je rappelle qu'effectivement, depuis longtemps, on a eu dans la sociologie électorale et particulièrement la sociologie électorale une tradition d'analyse autour des liens entre religion et vote. C'est notamment le travail désormais classique de Michelin et Simon, Classe, religion et vote, et qui montrait que même dans la France des années 60 et 70, la religion catholique, et notamment la proximité à la religion catholique, arrivait parfois à plus peser que la classe sociale. C'est-à-dire qu'un ouvrier catholique pratiquant était d'abord un catholique pratiquant avant d'être un ouvrier. Et mine de rien, ce qui est assez intéressant, et Claude Dargent et Guy Michelin l'ont très bien montré par la suite, c'est que l'alignement des catholiques pratiquants sur un parti reste quelque chose d'extrêmement marquant encore aujourd'hui. Même si dans les années 2010, c'était essentiellement vers l'UMP, puis ensuite les Républicains. Aujourd'hui, semble-t-il, les catholiques pratiquants réguliers vote de plus en plus, notamment pour le Rassemblement national. Et en fait, on constate que cet effet-là est un effet qui tient notamment à des valeurs, qui tient notamment au fait de fréquenter, de s'insérer dans des réseaux catholiques. Et donc, effectivement, quelque part, il y a des mécanismes qui nous permettent de comprendre ce vote. En face, on a effectivement le maintien d'un vote très fort des athées, des sans religion en faveur de la gauche. Donc, du coup, il est tout à fait possible de réfléchir à ces questions quand il s'agit du vote musulman.
on peut tout à fait imaginer que la religion en tant que telle amène à un vote. Que la fréquentation, notamment par exemple d'une communauté, la fréquentation d'un clergé, enfin là en l'occurrence des imams et de la mosquée, ça peut effectivement construire un type de vote. Donc j'aime beaucoup m'interroger sur ces questions parce que je trouve que c'est un beau problème de sciences politiques, a fortiori parce qu'on a des éléments, hein, on a des théories sur l'idée que les religions minoritaires, par exemple, voteraient à gauche parce que leur position dans la société serait une position plus compliquée qu'il n'y paraît. Et on voit ça notamment dans le cas États-Unis. Les catholiques aux États-Unis votent plus souvent pour les partis démocrates que les protestants, alors que les rares études qu'on avait sur les protestants, notamment grâce à Claude Dargent, montraient effectivement plutôt l'inverse. Donc, il y a plein d'idées, mais simplement, on ne peut pas penser cette question sans effectivement avoir d'autres variables explicatives. Et donc là, on arrive à un souci majeur qui est la question des données. C'est-à-dire qu'on a plusieurs enquêtes, mais beaucoup d'enquêtes, et notamment celles auxquelles vous faisiez référence, Monsieur le Président, sont des enquêtes qui n'ont mesuré que les musulmans, sans s'interroger sur les origines, sans s'interroger sur le fait que parmi les immigrés et les descendants d'immigrés, notamment de Maghreb et d'Afrique, vous avez, par exemple, particulièrement dans l'Afrique subsaharienne, beaucoup de catholiques, et voire même désormais un peu d'évangéliques. Et puis, dans les deux cas, vous avez aussi des athées. Et de surcroît, en fait, un des soucis, c'est que du coup, on ne mesure pas l'ensemble de la diversité. Alors, heureusement, on a différentes enquêtes qui permettent de le faire. On a l'enquête RAPCHI, mais qui commence à dater, hein, c'est celle que j'avais faite avec mon collègue Sylvain Brouard, au moment où nous étions tous les deux au CEVIPOF avec toute une équipe. Et là, on était sur un échantillon de Français d'origine maghrébine, africaine et turque, ainsi qu'un échantillon miroir qui nous permettait de regarder. De l'autre côté, vous avez l'enquête trajectoire et origine, qui est vraisemblablement quand même la Rolls, hein, des enquêtes sur la diversité, qui la mesure toute la diversité. Et quand je dis toute la diversité, c'est qu'on a même désormais un échantillon qui permet de mesurer, par exemple, l'insertion dans la société française des immigrés et des descendants d'immigrés chinois. On rajoute régulièrement des nouvelles origines, parce que ça fait partie effectivement de l'intérêt de cette enquête que de comprendre la diversité de la population et la diversité des modes d'intégration et d'incorporation à la société française. D'ailleurs, hein, si ça vous intéresse, on est en train de boucler le bouquin qui tourne autour de la vague 2 de Théo, hein, qui date donc de 2018-2019. Ça prend du temps, ce type d'enquête. Et donc, le problème de Théo, en revanche, c'est que c'est une enquête où il y a finalement très peu de variables sociopolitiques et notamment de variables qui renvoient au vote. J'ai réussi à faire en sorte qu'on mesure au moins le positionnement gauche-droite, et on a finalement peu de questions qui seraient les questions qu'on mobiliserait dans une enquête sociopolitique traditionnelle. Du coup, j'essaye de vous montrer les choses et on avance dans les résultats. Très clairement, en 2005, on constatait, je vous l'ai mis, un espèce d'alignement à l'américaine. C'est-à-dire que si on comparait l'échantillon miroir avec l'échantillon des Français d'origine maghrébine, africaine et turque, qu'on constatait un très fort alignement sur la gauche de la part de ces populations en comparaison avec le reste de la population française. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a quelques indications. Alors, je ne sais pas si vous avez finalement eu Anne Muxel, mais dans son panel sur les jeunes des années 90, elle trouvait un résultat à peu près similaire. Il y a également un sondage sorti des urnes de CSA en 2002 qui montrait effectivement un survote des Français d'origine maghrébine et africaine pour Lionel Jospin en 2022. Donc on a effectivement un certain nombre d'indicateurs. Et ce qui est très frappant quand vous regardez, alors je ne sais plus quel slide c'est, excusez-moi. Si je suis trop long, vous me le dites, hein, Monsieur le Président, n'hésitez pas parce que Non, non, c'est mon côté prof. c'est très bien, hein, c'est très intéressant. Vous pouvez continuer. Alors, oui, quand vous passez à la slide suivante, on a comparé du coup cet alignement gauche-droite en fonction effectivement de la profession des personnes interrogées et ainsi que de leur religion. Et la profession des personnes interrogées, c'est très frappant dans le cas du graphique de gauche, c'est que quelle que soit la profession, qu'il soit ouvrier, employé, profession intermédiaire, cadre, etc., il y avait un surplacement très très net pour la gauche. Quand on regarde la religion, donc dans l'échantillon RAPCHI, on avait quand même des catholiques, majoritairement d'origine d'Afrique subsaharienne. On avait des musulmans, mais ils ne représentaient que 2 tiers de notre échantillon, hein, ce qui quand même doit maintenir l'idée qu'effectivement,
tous les Maghrébins, tous les descendants de l'immigration maghrébine ne sont pas musulmans, bien au contraire. Il y a des sans religion, on en avait autour de 25%. Et ce qui est très frappant, c'est de constater que, en fait, les musulmans sont certes 64% à se placer à gauche, mais finalement, ils ne sont pas très différents des sans religion qu'on interrogeait, 67%. À la différence de ce qui se passe dans l'échantillon témoin, où là on passe de, alors il y a des musulmans mais ils ne sont pas très très intéressants, mais on passe de 29% de placement à gauche chez les catholiques à 54% chez les sans-religion. Et surtout, parmi les catholiques de l'échantillon rapport aux politiques des Français issus de l'immigration, donc des Français soit naturalisés, soit de première génération, soit de deuxième génération, on était à 56% de placement à gauche. Si on avait si on avait eu ce type de relation en sociologie électorale, on serait dans un pays qui voterait à gauche, mais très, 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 très majoritairement. Slide suivante, là, on est désormais dans l'enquête trajectoire et origine. On est en 2009 de mémoire. Et là, c'est les résultats d'une des rares questions politiques qu'on a dans cette enquête. On demande aux gens, est-ce que vous vous placez à gauche, au centre, à droite, ni à gauche ni à droite, ou est-ce que vous refusez de vous placer? Et les résultats sont assez intéressants. Si vous regardez tout vers la droite, vous avez une barre qui s'appelle Majo. Donc, c'est les natifs de natifs de natifs, c'est-à-dire les personnes qu'on a interrogées qui n'avaient ni dans leurs parents ni dans leurs grands-parents de personnes d'origine étrangère, étrangère née à l'étranger, ce qui est la définition de l'immigré selon l'INSEE. Et tous les autres groupes que vous voyez vers la gauche sont des groupes dans lesquels il y a un surplacement pour la gauche. Et c'est particulièrement frappant et marquant pour les deuxièmes générations originaires d'Afrique subsaharienne, les deuxièmes générations algériennes, les immigrés d'Algérie, les immigrés d'Afrique subsaharienne, la Turquie, Maroc, Tunisie, les Domiens, les ultramarins. Et en fait, ce qui est assez frappant, c'est qu'on a l'impression effectivement qu'il y a un lien entre le surplacement à gauche et le sous-placement à droite, en fonction notamment de la visibilité des origines. Et c'est ce que essaye de montrer les deux slides suivantes, qui sont parfois un petit peu compliquées, hein, je m'en excuse, mais la première, c'est effectivement la déclaration du sentiment d'avoir subi soit une insulte raciste, soit de ne pas d'être vu comme des Français la plupart du temps, être tout à fait d'accord avec l'idée qu'on me voit comme un Français. Et ce qui est très frappant, notamment quand on regarde ce qui arrive aux Domiens, aux Ultramarins, à leurs descendants qui ont migré en métropole, c'est qu'effectivement, très régulièrement, ils sont renvoyés à des origines supposées. Et on retrouve le même phénomène parmi les descendants. Et c'est particulièrement frappant quand on contraste entre ce qui se passe pour les descendants de l'immigration portugaise, espagnole, italienne ou du reste de l'Union européenne de l'époque, avec les descendants des migrants d'origine algérienne, Maroc, tunisienne, Afrique sahélienne, Afrique centrale. Et en fait, ce qu'on constate dans la slide suivante, et si vous voulez, je reviendrai sur ce graphique parce qu'il n'est pas nécessairement simple, mais on constate effectivement que plus un groupe est discriminé, moins il est vu comme tout à fait français, plus effectivement il y a un surplacement à gauche. Et donc effectivement, on est dans une situation où on voit bien que la question de la racisation, des discriminations dues à la visibilité des origines aboutit beaucoup plus souvent à effectivement se placer à gauche plutôt qu'à droite. Et donc ça, c'est quelque chose de sacrément intéressant. Et donc du coup, arrive 2018-2019 et TO2. Donc c'est la slide suivante. Et là, cette fois-ci, j'ai essayé la recherche, c'est parfois un éternel recommencement, mais j'ai essayé de mieux comprendre ces effets entre d'un côté positionnement social, de l'autre côté positionnement religieux, et le troisième côté de la visibilité des discriminations. Alors, il y a quelque chose d'assez intéressant dans TO2, c'est que déjà, on constate qu'il y a une baisse du placement gauche-droite, mais dans tous les groupes. Et là, c'est quelque chose dont je parle notamment dans La droitisation, hein, le livre que j'ai sorti l'année dernière, que j'appelle la grande démission, c'est-à-dire qu'un des faits marquants des années 2010-2020, c'est la progressive déconnexion des citoyens avec les alignements politiques en général. Alors, dans Théo, on la mesure qu'avec l'axe gauche-droite, mais dans d'autres enquêtes, on mesure ça aussi avec la proximité partisane. Et il est extrêmement frappant de constater qu'aujourd'hui, vous avez, selon les échantillons, entre 40 et 50% des gens qui désormais refusent de se placer face à un parti ou refusent de se placer à gauche ou à droite. Et ça, c'est quelque chose qui doit interroger au niveau global. Malgré tout,
on retrouve de nouveau, j'ai refait le même graphique avec cette logique de euh, surplacement à gauche, de sous-placement à droite, et on retrouve les mêmes groupes qui se surplacent à gauche par rapport à la droite. Typiquement, ben, c'est de nouveau la deuxième génération d'Afrique sahélienne, c'est de nouveau la deuxième génération d'Afrique centrale, les descendants d'Algérie, la première génération d'immigrés originaires d'Algérie, etc., etc. Et donc, de nouveau, les mêmes groupes qui souvent sont visibilisés, ou en tout cas sont pointés du doigt comme n'étant pas, ne sont pas vus comme des Français comme les autres, quelque part. Et donc, on arrive enfin à la question qui vous intéresse particulièrement, la question du vote religieux. Et donc là, le graphique que je vous présente reprend juste ce que dans le vocabulaire de Théo, on appelle les natifs de natifs de natifs, donc les personnes sans parents ni grands-parents d'origine immigrée, on ne sait pas sur les autres, les ascendants plus anciens, hein. Et donc, ce qu'on constate, c'est que de nouveau, on retrouve le phénomène que connaissaient déjà Guy Michelin et Michel Simon, le phénomène que remet en avant régulièrement Claude Dargent. Eh bien, les athées sont beaucoup plus placés à gauche qu'à droite, et les catholiques, et alors ici en plus, c'est la manière dont fonctionne Théo, c'est qu'on n'a pas, et ça j'imagine qu'on y reviendra si on reparle de l'enquête des enquêtes IFOP, on a là vraiment des gens qui se positionnent comme catholiques, c'est-à-dire des gens qui, dans un premier temps, on leur a posé la question, avez-vous une religion? Oui, non. Et si oui, on leur a demandé laquelle. Donc là, on a vraiment des catholiques catholiques. Et ce qu'on constate, c'est que là, par contre, parmi les natifs de natifs de natifs, les catholiques restent beaucoup plus à droite Mm. que les athées. Donc l'enquête trajectoire à l'origine, de ce point de vue-là, est conforme avec ce qu'on voit sur les autres enquêtes sociopolitiques. Slide suivant, parce que c'est celle-là que je trouve la plus intéressante. Du coup, je me suis intéressé à la comparaison entre les natifs de natifs de natifs, c'est ceux qui sont tout à gauche du graphique, avec les autres athées, les athées descendants originaires du Maghreb et les athées descendants originaires d'Afrique subsaharienne. Et ce qu'on constate, c'est que dans ces deux groupes, il y a ces deux groupes sont encore plus placés à gauche que les athées natifs de natifs de natifs. Ce qui montre que vraisemblablement, il se joue là effectivement quelque chose qui renvoie aux discriminations, au déni de francité auxquels ils peuvent être confrontés. Quand vous regardez l'autre partie du graphique, donc il y a les catholiques natifs de natifs qu'on voit effectivement comme étant le groupe le plus placé à droite, le moins placé à gauche, que vous pouvez comparer tout à droite du graphique avec les catholiques originaires d'Afrique subsaharienne, qui sont les seuls qui sont, enfin, pour lesquels on a suffisamment d'effectifs pour pouvoir faire la comparaison. Et là, vous constatez que ces catholiques originaires d'Afrique subsaharienne s'avèrent possiblement le groupe le plus placé à gauche de l'ensemble de ceux que j'ai mis dans ce graphique. C'est-à-dire qu'on voit bien combien, chez eux, la religion ne va pas jouer, si elle joue à l'inverse. Et puis surtout, en fait, entre les catholiques d'origine africaine et les athées d'origine africaine, on se rend compte qu'il y a finalement très peu de différence et que ce qui joue, c'est vraisemblablement d'abord et avant tout, effectivement, la visibilité des origines. Et enfin, on a les musulmans. Et donc, on a notamment les musulmans qui viennent, qui sont des descendants du Maghreb et des musulmans des descendants d'Afrique. Et là aussi, ces deux groupes s'avèrent tout aussi à gauche que les athées natifs de natifs et sont même moins à gauche que les athées des mêmes générations. Et donc, quand vous essayez de distinguer ces trois effets, vous vous rendez compte que vraisemblablement, l'idée que ça serait un vote musulman est une idée qui est vraisemblablement fausse. On la mesure comme on la mesure parce que statistiquement, on pose uniquement la question de la religion. Si on posait la question des origines, vraisemblablement que les choses seraient très différentes. Et donc, on est là, effectivement, dans une mauvaise identification d'un lien. Et donc, effectivement, ce lien entre le placement à gauche et ses origines, notamment maghrébines africaines, est effectivement un truc qu'on retrouve à de multiples reprises dans de multiples enquêtes. Donc, pour terminer, et pour essayer de répondre, résumer un petit peu vos questions, euh, pour l'instant, je crois que la théorie du vote musulman n'est pas forcément une théorie vérifiée, c'est-à-dire qu'elle ne rend pas complètement compte et pleinement compte. Ce d'autant plus, je vous ai épargné ça parce que le graphique est extrêmement compliqué.
Un des trucs assez frappants, notamment quand on regarde les valeurs culturelles, le rapport au genre, le rapport à la liberté, aux minorités sexuelles, on constate notamment parmi pas mal de musulmans une forme de conservatisme. Ce conservatisme devrait, si on était dans la même configuration que pour le catholicisme, devrait amener à voter plutôt ailleurs qu'à gauche. Et ce n'est pas le cas. Donc, on est effectivement dans un nombre de considérations qui font que, aujourd'hui, penser que l'islam en tant que tel serait cette logique qui permet de comprendre ce qui se passe, ça me paraît plus compliqué. Donc, ça montre, en tout cas, qu'il faut maintenir une approche plurielle, une approche scientifique, mesurée de ces phénomènes, continuer à faire de la recherche, et c'est pour ça que c'est chouette. Et puis, ça interroge quand même également la société en tant que telle. Et ça, c'est quelque chose qu'on a pu constater et qui va me permettre de répondre aussi à votre question. On a constaté dans la dernière vague de l'enquête trajectoire et origine une montée du nombre de répondants qui, quand on leur demande quelles sont leurs identités, déclarent plus souvent musulmans. Alors, ça ne veut pas dire que c'est tous, ça ne veut pas dire que c'est à l'exclusion des autres identités. En fait, l'identité est quelque chose de pluriel. Mais on peut constater que là, il y a peut-être aussi un effet de la manière dont on parle de la diversité en France. Et assez souvent, et on l'a vu, et c'est ce que j'appelle notamment mais dans la droitisation et dans d'autres travaux, le cadrage musulman, quand on parle de la diversité en France, on en parle très souvent autour de l'islam, et du coup, à rebours, ça peut créer des identités. Et là, il faut bien avoir en tête, et c'est un petit peu ce que je vous montrais dans cette présentation, que la société, le regard de la société sur nos compatriotes d'origine immigrée a un impact effectivement sur la manière dont ils se projettent en politique. Et donc, quand on réfléchit à la création d'un clivage politique ou de logique politique, il faut toujours interroger ce qui vient des citoyens, ce qui vient de l'offre politique, ce qui vient de la société. Enfin, donc, vous me parliez effectivement de la question du regain de religiosité chez les jeunes, le poids de la religion dans l'expression du suffrage. Donc, j'ai essayé de vous répondre succinctement. La question, effectivement, notamment de la montée de la religion chez les plus jeunes, je pense que ce que je vous propose, c'est que je vais y prendre un peu plus de temps, c'est qu'en fait, il se joue quelque chose de très particulier du lien à l'immigration et de ce que l'immigration produit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la société française, et avec elle beaucoup de sociétés européennes, se distinguent de plus en plus des pays d'origine de l'immigration. Dans les pays d'origine de l'immigration, on a plusieurs enquêtes, hein, notamment les enquêtes, les World Value Studies, qui demandent aux répondants si la religion, c'est quelque chose de très important, d'assez important, de pas très important ou de pas du tout important dans leur vie. En France, de mémoire, on est autour de 15% de très important. Dans les sociétés, je pense à la Tunisie, je pense au Maroc, je pense à certains pays africains, on est à 90% de très important. Effectivement, on est dans des logiques où la religion pèse énormément dans les manières de concevoir, dans le rapport à la morale, aux conduites dans la vie, etc. Et donc, effectivement, du coup, on se retrouve dans une situation où les migrants qui arrivent aujourd'hui et les enfants qui naissent en France sont du coup élevés dans un climat religieux qui est effectivement pas celui qu'on retrouve dans le reste de la société et qu'on retrouve en fait de moins en moins dans le reste de la société. Et c'est un des éléments qui nous permet de comprendre éventuellement pourquoi on a l'impression de cette montée de la religiosité des plus jeunes. Alors d'abord, je me méfie effectivement des échantillons mis en place parce que ce n'est pas la même manière de les constituer dans le temps, notamment du côté de l'IFOP. Trajectoire origine, on essaye de le faire. Effectivement, on constate dans certains cas une montée de la religiosité et dans une autre, une baisse de la religiosité. C'est notamment particulièrement le cas parmi les descendants d'immigrés issus de couples mixtes, où là, eh bien, on voit le processus de sécularisation qui continue à toucher considérablement la société française en son ensemble. Enfin, vous parliez du lien avec le vote LFI. Je crois qu'il faut regarder ça de manière un peu plus large, puisque en fait, quand on essaye de remonter dans le temps, on constate que on a des indications, et je pense donc au travail d'Anne Huxel, je pense à ce sondage Sortie des urnes dont je vous ai parlé en 2002. En fait, il y avait un vote pour la gauche en général, et donc pendant tout un temps, le vote pour la gauche était notamment tenu par le PS.
Voilà, le PS a connu le destin électoral que vous lui connaissez pour l'instant. Et donc, quelque part, vraisemblablement qu'on peut attendre de la part de ces électeurs une logique aussi de vote utile. Et donc, en fait, c'est peut-être d'abord la gauche qui joue avant que ça soit la LFI. Et enfin, en 2022 et en 2017, quand on regardait notamment les premiers tours, mais également les seconds tours, on constatait qu'il y avait aussi un vote de la diversité en faveur du candidat Emmanuel Macron. Et donc, ce qui montre qu'effectivement, derrière se jouent effectivement les alignements entre ces électorats et ce qu'on appelle dans d'autres, que j'appelle dans d'autres cénacles, du libéralisme culturel. Et enfin, vous parliez effectivement de la question des enjeux ou des discours islamistes et de leur prégnance sur le vote. Ben, semble-t-il que pour l'instant, on le voit pas trop. On le voit pas trop, et c'est notamment ben, l'insuccès d'un parti comme l'Union des démocrates musulmans de France. Mais surtout, en fait, dans les études qu'on avait pu réaliser, constater que ce n'était pas forcément quand on demandait aux Français d'origine maghrébine, africaine, quels étaient les principaux problèmes dans leur vie, mais les principaux problèmes qu'ils mettaient en avant, c'était un peu comme le reste de la population, les questions de pouvoir d'achat, les questions d'insécurité. En fait, de ce point de vue-là, en termes d'agenda, bah, c'est un peu des Français comme les autres, quoi. Voilà. Désolé si j'ai été un peu long. Alors moi, c'était très, très intéressant. Merci pour ce propos liminaire. Moi, j'aurais eu une question par rapport à ce que vous nous avez indiqué par rapport à cette réaction aux discriminations qui pourrait être expliquée. Euh, Est-ce, en se tournant plus vers la gauche face à ces discriminations, est-ce que c'est une adhésion au programme, au projet, aux propositions des formations de gauche, ou est-ce que c'est un rejet des propositions, des formations de droite par rapport à ces sujets de discrimination? Est-ce que c'est ou vous avez mis ou les deux, ou plutôt l'un, plutôt l'autre? Voilà. Comment vous analysez? C'est une très bonne question. Je pense que effectivement, alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est de regarder et de comparer. C'est-à-dire qu'il y a des travaux qui ont été réalisés aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas. Donc, en fait, c'est une question et des interrogations sociologiques qu'on retrouve ailleurs. Et le cas des Pays-Bas est super intéressant. Le cas des Pays-Bas est super intéressant parce que dans un premier temps, on a vu effectivement cet alignement vers la gauche comme en France. Mais simplement, aux Pays-Bas, c'est un pays de scrutin de liste, c'est un pays de représentation proportionnelle, c'est un pays de taille relativement petite, donc ce qui permet d'avoir des interactions assez fortes entre la politique nationale et la politique locale, ce qui est moins le cas qui est moins le cas en France. Et en fait, ce qu'on a constaté, c'est que dans un premier temps, notamment parce que c'est un pays qui a le droit de vote des étrangers, dans un premier temps, les partis qui ont présenté notamment des candidats diversitaires, quelque part, étaient plutôt à gauche. Et ça leur a servi. Dans un deuxième temps, du coup, l'ensemble des partis s'est mis effectivement à travailler sur ces questions. Alors, je ne parle pas des partis les plus à droite, hein, qui effectivement, eux, se sont construits effectivement contre ces groupes. Mais de fait, ce qu'on a vu, c'est que du coup, il y a eu une forme de normalisation, hein, de ces électorats qui, du coup, se sont mis à voter autrement que dans une logique, effectivement, de soutien éventuellement à des candidats qui leur ressemblaient. Donc, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait imaginer, d'ailleurs, et qu'on doit pouvoir observer, il faudrait avoir une étude fine, hein, sur certaines communes françaises, hein, où, effectivement, indépendamment de la couleur politique du maire, on peut voir, effectivement, cette logique de construction de listes qui vont parler à à l'ensemble de la commune. Un des éléments, effectivement, pour revenir à ce que vous disiez, une partie du vote des Français d'origine maghrébine, africaine, etc., tient vraisemblablement, effectivement, à des logiques qui renvoient, effectivement, à la prise en compte des discriminations et la lutte contre le racisme, la xénophobie. Euh, on peut, en revanche, anticiper que si jamais des partis de droite avaient un discours plus clair sur ces questions-là, les choses pourraient changer. Parce que de fait, dès 2005, c'était très frappant de voir parmi nos répondants d'origine maghrébine, africaine et turque, par exemple, un très fort attachement à la valeur travail. Et on est en 2005, à un moment où Nicolas Sarkozy est ministre de l'Intérieur. Et,
effectivement, quand il se met à parler de la valeur travail, étonnamment, les enquêtes qu'on avait montraient que eh ben, l'attachement à la valeur travail était extrêmement forte chez ces individus. C'est également quelque chose qu'on a trouvé chez les Latinos aux États-Unis. Et mine de rien, souvenez-vous de ce qui s'est passé au moment de l'élection de 2024 hein, pour Donald Trump. Une partie des Latinos s'est désaligné du vote démocrate, alors qu'à jusqu'ici, on était à plus de 60% de vote pour les démocrates, s'est désaligné du vote des démocrates pour voter pour notamment pour Donald Trump. Et semble-t-il, ces Latinos qui se sont déplacés vers Donald Trump étaient plutôt des Latinos qui renvoyaient au monde de la boutique, au monde de l'artisanat, au monde de la petite entreprise. Vous voyez, il y a quelque chose effectivement qui peut se jouer. Après, et c'était une des questions qui m'avait été envoyée ce matin. Après, il y a aussi un autre enjeu. Il faut bien avoir en tête que ces populations, comme beaucoup des populations dans les mondes populaires ou dans les jeunes générations, sont aussi très très fortement touchées par ce que j'appelle cette grande démission. Hein, et ça passe notamment par une abstention très forte. Et donc, cette abstention très forte, c'est pas il faut vraiment pas la voir comme une abstention de sans-avis, une abstention de gens qui ne comprendraient pas que le rôle d'un citoyen, c'est de voter, etc. Non, non, c'est une abstention qui est construite par un vrai problème, un vrai refus du vote comme remise de soi. Et donc, effectivement, un des trucs les plus frappants, et qu'en fait, on constate, je me souviens de l'enquête d'Antoine Jardin sur les communes de Seine-Saint-Denis, on avait fait ça autour de 2012, et c'était très frappant de constater effectivement combien, sur des élections locales, il y avait un décrochage de ces populations, et notamment parce que, il y avait un vrai souci, quoi. Il y avait un vrai souci de prise en compte de leur existence, de leurs demandes, une forme de reconnaissance. Et ça, c'est quelque chose qui interroge notre société. Merci beaucoup. Je vais laisser monsieur le rapporteur poser ses questions. Merci, Monsieur Tibéri, pour vos propos liminaires. Merci d'avoir accepté de nous voir aujourd'hui et de nous avoir transmis votre PowerPoint au préalable, dont on a pu prendre lecture avec beaucoup d'intérêt. Alors, vous écriviez dans un article de 2015 que le vote musulman n'existe pas. On a bien compris par vos propos que vous dites que finalement, plus qu'une histoire de religion, c'est une histoire d'origine et de visibilité d'origine qu'il y a un sentiment au moins de discrimination et qui fait tendre plutôt le vote de ces personnes-là vers la gauche. Vous parliez tout à l'heure du vote LFI. On connaît le résultat des études IFOP-Lacroix, c'est les dernières, selon lesquelles 69% des musulmans auraient voté pour M. Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière élection présidentielle et 62% pour la liste de Mme Aubry. Alors, si on fait le rapport entre les discriminations que vous visiez tout à l'heure, on a le droit de se demander quelque part si il n'y a pas dans la stratégie de LFI une volonté d'exagérer quelque part, quelquefois, la discrimination en nourrissant l'idée même d'une islamophobie d'État qui n'existe pas en France, mais dont on a l'impression, quand on interroge les différents chercheurs qui sont venus, notamment en audition, qu'il y a ce sentiment chez ces électeurs musulmans, mais aussi quelque part d'origine étrangère. On sait qu'on a pas mal de migrants qui viennent d'Afrique du Nord et qui ont ce sentiment d'une islamophobie d'État qui serait prégnante dans notre pays. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que la France insoumise utilise aussi ce phénomène d'exagération pour nourrir son électorat? C'est très compliqué hein, parce que je ne maîtrise pas forcément tout le programme de la France insoumise. Euh, ce que j'ai quand même retenu des propositions d'un Jean-Luc Mélenchon, notamment en 2024, enfin 2022, pardon, c'était qu'il référait régulièrement à la notion de créolisation, qui effectivement s'opposait à la notion de grand remplacement qui était défendue par d'autres candidats. Et en cela, quelque part, il rejoint aussi des manières de parler qu'on avait pu identifier avec Ségolène Royal en 2007. Ségolène Royal avait essayé de mettre en place une distinction entre français de souche et français de feuillage, notamment. C'était sa manière, effectivement, de réfléchir à la question de la diversité. Et donc, un des enjeux, effectivement, quand vous réfléchissez, notamment en fait, dans la continuation
de la loi sur la parité, puis ensuite de 2002, puis des émeutes, etc., c'est qu'effectivement, il y a une interrogation et parfois une difficulté de la classe politique en son ensemble. D'abord, dans un premier temps, à reconnaître la diversité des origines et de ce qu'elle peut produire, notamment ce qu'elle peut interroger dans notre contrat républicain, et notamment le contrat républicain de- d'une république aveugle aux couleurs qui traiterait les individus de la même façon, quelles que soient leurs origines, leur race, leur religion, etc. Donc, on a effectivement quelque part collectivement du mal à reconnaître ces questions-là, et on voit bien combien même les candidats ont du mal. Voilà, voilà. Typiquement, je me souviens d'un François Fillon qui, par exemple, en 2016-2017, j'utilise en cours, hein, c'est pour ça que je me souviens, qui disait la France n'est pas une nation multiculturelle. En oubliant effectivement que si, bah si, de fait, et au-delà de la question de la diversité des origines, il y a la diversité des régions. On connaissait bien hein, entre les Basques, les Corses, désolé, je fais du communautarisme, mais effectivement, on voit que ces questions de diversité, ça interroge, c'est des questions de diverses cultures, de coexistence, etc., ça interroge. Et donc, dans le cas de la LFI, euh, il est très clair que la LFI relaie euh, des interrogations fortes, notamment de la part de ces populations envers un certain nombre de services d'État. Alors, je ne suis pas sûr que ça soit considéré comme de l'islamophobie. Mais en revanche, effectivement, et là, j'alerte la représentation nationale hein, de ce point de vue-là, il faut qu'on soit vraiment très, très conscient que dans des enquêtes qui pourtant ne sont pas faites pour ça, hein, trajectoire et origine, a priori, n'est pas faite pour interroger vraiment en direct les questions de discrimination, enfin si un petit peu, mais pas à ce point, c'était pas prévu à ce point en tout cas. Mais voilà, on a dans trajectoire et origine plusieurs indicateurs des rapports à la police. Et on constate effectivement que quand on demande à nos répondants combien de fois ils ont été contrôlés par la police la dernière année, il y a le surcontrôle ou la multitude des contrôles n'est clairement pas faite au hasard. Et un des soucis, c'est que souvent, dès lors qu'il y a multiples contrôles, ça ne se passe pas bien. De la même façon, il y a eu une enquête du défenseur des droits qui, là, a testé effectivement le rapport à la police en utilisant à la fois la question des origines, du genre, de la sexualité, de la situation de handicap ou pas. Et là aussi, on s'est retrouvé avec le même type de problème. C'est-à-dire que vraisemblablement, qu'il se passe là quelque chose où on doit interroger notre relation de service public avec l'ensemble avec l'ensemble des services publics. Alors après, je sais très bien ce que ça donne. Hein. Ça donne effectivement ces débats autour de la police tue. C'est la question d'une pose d'impossible, là, je pense qu'ils le disent plus souvent, d'un racisme systémique. Ça interroge effectivement, et c'est quelque chose qui est pas proprement français, parce qu'en fait, ces questions, notamment la police anglaise, se les posait depuis très très longtemps. Et c'est sacrément intéressant de voir comment, du coup, ils ont réfléchi à ça. Et ce, depuis les années 60, ils ont réfléchi effectivement à leur manière de gérer leurs relations avec la population et de gérer les éventuels biais qu'ils peuvent avoir dans leur manière de s'adresser aux gens, comme les biais enfin, il n'y a pas que les biais des policiers, hein, il y a aussi le biais de la population en général. Et donc là, il se joue quelque chose, effectivement, je pense que d'un travail sur le contrat républicain. C'est-à-dire que je pense qu'on a effectivement quelque chose à faire de conscientisation sur l'ensemble des institutions qui sont porteuses de services publics. La CNCDH, l'année dernière, a fait un travail assez impressionnant sur la question du monde médical face aux discriminations, se rendant compte effectivement il y avait des cultures, des manières d'appréhender les patients qui devaient être revues. Voilà. Donc, je n'ai pas répondu complètement à votre question, mais enfin, j'en ai bien conscience. Mais j'ai essayé de la resituer au-delà de la question, effectivement, de la LFI en tant que telle, mais de regarder, effectivement, ce que ça pose comme question à la classe politique en général, ce que ça pose comme question à la République et à ses services publics. Merci. Je rebondis sur ce que vous dites.
quand on parle du médical, vous dites qu'il faut que la République prenne toute sa part, y compris sur la façon d'appréhender les patients dans le milieu médical, mais on a aussi quelquefois des retours où quelque part l'espace religieux vient un petit peu s'ingérer dans le système de santé et où certaines communautés vont faire part de certaines demandes qui seraient incompatibles avec les valeurs de la République. Et finalement, le refus de l'administration d'aller dans le sens de ces pratiques peut être ressenti comme ces populations, comme un sentiment aussi de rejet et quelque part d'islamophobie. Donc c'est quand même des choses qui sont difficiles à appréhender. Ma question est tout autre, c'est sur les mouvements islamistes. Comme les frères musulmans, est-ce qu'il vous semble avoir une influence sur le vote des musulmans ou sur les préférences électorales aujourd'hui? Alors, c'est là où, ça fait un petit moment que je réfléchis à ces questions, c'est là où on est effectivement dans quelque chose sur lequel il faut là aussi qu'on travaille sur nos perceptions et notre compréhension des musulmans en général, de l'islam, etc. Je dis souvent dans ma manière de présenter les choses qu'il y a l'islam des islamologues, il y a l'islam des mouvements organisés, effectivement, et on connaît leur diversité. On connaît pour un certain nombre d'entre eux aussi leur rigorisme et voire même leur intransigeantisme. Et puis, il y a l'islam des musulmans de la porte d'à côté. J'ai fait un papier comme ça qui s'appelait The Muslim Next Door, où j'essayais de rendre compte de ce qu'on savait des musulmans d'en bas, en fait. Et notamment, on se rend compte que très souvent, on plaque sur ces personnes qui se déclarent musulmanes, qui sont très très souvent, quand elles se déclarent musulmanes, des croyantes, ce qui est plus compliqué, par exemple, quand on compare avec le catholicisme. Et en fait, on se rend compte que les catégories qu'on plaque dans le débat ne sont pas forcément celles qu'on retrouve dans la population des musulmans français. Et c'était particulièrement vrai quand on a sorti avec Sylvain Brouard et les autres cette enquête sur Français comme les autres, des gens comme Gilles Kepel nous ont dit, mais vous n'avez pas posé la question du type d'islam. Vous avez juste dit c'est des musulmans. Vous n'avez pas posé la question des chiites et des sunnites. Et donc, on s'est dit, bon, ben, la fois suivante, on va faire mieux. Et effectivement, on a fait une enquête en 2008. Alors, on n'a pas assez publié sur celle-ci, mais on a posé du coup la question de est-ce que alors vous dites musulman, mais est-ce que vous dites chiite, est-ce que vous dites sunnite, etc. Et on s'est rendu compte que ces catégories-là ne faisaient pas sens parmi les personnes qu'on interrogeait. Et en fait, c'est que ça renvoie à. C'est effectivement enfin, une des spécificités de cette religion qu'est l'islam, c'est une religion extrêmement diverse, en fait. Et qui, du coup, il y a beaucoup de gens qui parlent au nom des musulmans, qui ne sont pas forcément aussi connectés qu'on le pense aux vrais musulmans, enfin en tout cas aux musulmans de la rue. Et donc, qui imposent des manières de penser, qui imposent des logiques qui, du coup, ne sont pas applicables à eux. Et donc, du coup, et c'est là où j'imagine que vous voulez m'amener vers là, hein, m'amener vers l'enquête IFOP, c'est là où j'ai des problèmes avec cette enquête. C'est là où, effectivement, je pense qu'on aurait dû, quand on pose ces questions-là, vérifier que les gens ont vraiment conscience de ce que sont les frères musulmans, de ce que sont les autres, le Tahib, etc. Enfin, tous ces mouvements qui ont été évoqués, parce que mine de rien, je crains que dans une logique d'enquête, notamment, alors cette fois-ci par téléphone, et ça c'est bien. J'ai fait une enquête par téléphone, je trouve ça plutôt une bonne chose. Ça permet de maintenir une forme d'attention. Enfin, il y a pas mal de. Si vous m'avez lu, vous avez vu que j'ai des problèmes avec les enquêtes par Internet, donc là c'était mieux. Euh, et là, je soupçonne qu'on aurait dû travailler un peu mieux. C'est la même chose, par exemple, sur la question sur la charia, qui effectivement a beaucoup inquiété. Et elle a beaucoup inquiété, alors assez souvent d'ailleurs parce qu'on n'interroge que les musulmans. Alors pour mémoire, c'est en fait quelque chose qu'on connaît bien dans la sociologie des religions et on appelle ça la culture intransigeantiste. C'est-à-dire la difficulté d'un croyant à accepter que les lois de sa religion peuvent interférer, peuvent s'opposer aux lois du pays dans lequel il vit.
Et on s'était intéressé avec Nona Meyer, on avait fait une enquête sur Sarcelles. Et cette enquête sur Sarcelles était super intéressante parce que là, on avait une vision de la diversité de la population vraiment frappante, quoi. Et on avait donc un nombre suffisant de catholiques, un nombre suffisant de juifs et un nombre suffisant de musulmans. Et on leur avait du coup posé une question, si jamais la Torah ou le Coran ou la Bible s'opposent aux lois de la République, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire? Et on s'est rendu compte que le taux d'intransigeantistes était à peu près le même dans les trois religions. Ce qui nous montre que derrière, effectivement, ça renvoie à ce que c'est que la religion. La religion, c'est effectivement des logiques d'absolu. Et donc, effectivement, si on revient à la question de l'IFOP sur la charia, moi, j'aurais souhaité qu'on me dise ce qu'on entendait par la charia. Est-ce que c'est la manière dont on traite les voleurs? Est-ce que c'est la question de la liberté des femmes? Est-ce que c'est la question effectivement de la liberté pour les autres religions, etc. Qu'on teste éventuellement ces questions-là. Et là, vraisemblablement, les choses auraient été sans doute très, très différentes. Donc, du coup, voyez bien qu'il faut faire extrêmement attention quand on mène ce type d'enquête à trouver des questions qui vont permettre de comprendre, enfin, voilà, qui ont à la fois je fais partie des gens qui ne cachent pas, hein. C'est-à-dire que si vous regardez Français comme les autres, les résultats qu'on avait sur un certain nombre de dimensions culturelles sont des résultats qui sont clairement, qui sont pas forcément réjouissants, enfin qui n'étaient pas forcément réjouissants. Mais il faut avoir une possibilité de chercher à charge et à décharge quelque part. C'est-à-dire essayer de se mettre à la place des individus, essayer de comprendre comment ils comprennent les questions, essayer de comprendre et essayer de comparer. Et on se rend compte très souvent quand on compare que les choses sont plus compliquées. Donc pour revenir à votre remarque initiale, bah, du coup, pour l'heure, je crois que s'ils ont une influence, cette influence reste pour l'instant invisible dans les enquêtes qu'on a. Et c'est plutôt intéressant. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, ça ne veut pas dire que dans certains endroits, il n'y a pas effectivement des cultures particulières, des modes d'influence particuliers qui peuvent poser problème. Et je pense, là, typiquement, j'avais commencé par les résultats de l'Union des démocrates musulmans de France. Il y a effectivement des endroits où l'Union des démocrates musulmans de France a réussi à avoir plus de 10% des voix. Ça ne veut pas dire que l'Union des démocrates musulmans de France est frériste, hein. Ça, je pense pas. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Et d'ailleurs, je ne sais pas. Je suis obligé de suspendre mon jugement. Vous m'avez dit la vérité, rien que la vérité. Mais il n'empêche que vraisemblablement, c'est là où il faut avoir une approche beaucoup plus ethnographique pour essayer effectivement d'identifier. Et surtout, dès lors qu'on a une approche ethnographique, il ne faut pas oublier non plus la big picture, excusez-moi pour l'anglais, que nous permettent d'avoir des enquêtes comme Trajectoire et Origine ou d'autres qui, là, par contre, remontent à l'ensemble de la population française et nous racontent des choses sacrément intéressantes aussi. Voilà. Est-ce que j'ai été clair? Merci, monsieur Tibéri. Oui, alors du coup, vous avez répondu à ma question sur l'IFOP que j'allais vous poser, sur le sondage de l'IFOP. Et du coup, en résumé, ce que vous dites, c'est que les questions qui ont été posées pendant ce sondage-là influent beaucoup sur le résultat de celui-ci, notamment quand je vous parle des frères musulmans. La réponse à la question si les gens se déclaraient se sentir proches de l'association des musulmans de France n'était, selon vous, pas suffisamment claire pour faire un lien entre cette question et une adhésion aux frères musulmans tel qu'on l'entend structurellement. C'est bien ça, j'imagine. Hein. Et la même chose pour la charia, où la définition n'était pas très claire selon vous, et du coup, les gens ont pu répondre un petit peu à côté de ce qui est la réalité de la charia dans son application stricto sensu. C'est bien ça? Alors, du coup, donc on a bien compris tout ça, je vous en remercie. Donc, sur l'enquête de l'IFOP, on est OK. Mais il y a une autre étude dont je voulais vous parler, c'est celle des fractures françaises de 2025, selon laquelle, donc, je cite, un clivage gauche-droite important existe en revanche sur la compatibilité de l'islam avec les valeurs de la société, auquel se superpose un clivage générationnel. Il apparaît ainsi que les partis de gauche considèrent majoritairement que la religion musulmane est compatible avec les valeurs de la société française, ainsi que les moins de 35 ans, alors que cette tendance s'inverse totalement parmi les partis de droite et les personnes de plus de 35 ans. Est-ce que vous pourriez nous donner votre ressenti sur cette enquête étude française et cette déclaration?
Alors, ce qui est parfois dommage quand on prend fracture française, c'est que parfois on ne prend qu'un point dans le temps. Et c'est dommage parce qu'en plus, Fracture française de mémoire est une enquête qui est annuelle depuis 2014. Et dès lors qu'on regarde dans le temps, on comprend mieux ce qui est en train de se passer. Et donc, je vous dirais dans un premier temps que c'est pas quelque chose qui m'a surpris. Ça m'a pas surpris parce que c'est effectivement ce qu'on retrouve aussi, par exemple, dans le baromètre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, hein, où on a plusieurs questions, alors pas forcément formulées en ces termes, hein, mais on a une question, par exemple, sur la religion musulmane. Vous en avez une image positive, négative, ni positive ni négative, qu'on compare à d'autres confessions religieuses. On a des questions sur les musulmans, on a des questions sur les pratiques de l'islam, et notamment leur degré de compatibilité avec la République. Vous voyez, plutôt que de dire est-ce que l'islam est compatible avec la valeur de la République, dans l'enquête CNCDH, on pose la question, voici un certain nombre de pratiques musulmanes, dites-moi pour chacune d'elles si elles posent problème pour vivre en société. Voilà. Et notamment, on teste la burqa depuis très longtemps, on teste le voile, on teste la prière, on teste l'interdiction de manger du porc, pardon, oui, c'est ça, manger du porc et boire de l'alcool. Bref, on a un certain nombre d'éléments. Et effectivement, et ça, a priori, je le date autour des années, autour de l'élection de Nicolas Sarkozy, autour de l'élection présidentielle de 2007. On a vu effectivement se structurer un débat autour de l'islam et de sa compatibilité, et de la et de la de l'intégration des musulmans dans la société française. Et effectivement, c'est là où on a vu que ça commençait à partager dans l'électorat. Donc, en fait, ce que raconte Fracture française, c'est quelque chose qu'on commence à identifier presque 20 ans avant, en fait. Et en fait, c'est effectivement le moment où ce que j'appelle le cadrage musulman de la diversité est devenu un mode dominant de discussion autour de la diversité. Notamment, c'est le moment où, plutôt que de parler d'immigration, plutôt de parler de discrimination, on a beaucoup plus parlé de la question du voile, de la question de la religion, de la question de la compatibilité entre l'islam et les valeurs de la République, etc. Et donc, du coup, ce clivage, en fait, il est là depuis un sacré bout de temps. Et ce clivage, il est d'autant plus là qu'effectivement, il est aussi porté par le renouvellement générationnel. C'est-à-dire que typiquement, ce que je constate, c'est que, par exemple, plus une génération est récente, plus les pratiques qui ont trait à l'islam, mais pas qu'à l'islam, à la diversité en général, sont considérées comme normales. Et là, on voit un truc qui renvoie effectivement possiblement à un autre. Enfin, on peut l'interpréter comme un autre type de construction, par exemple, de la laïcité. Et c'est particulièrement vrai à gauche. C'est-à-dire que ça clive au sein de la gauche entre une laïcité très républicaine, anti-religion, anti toutes les religions, et une laïcité plus diversitaire, plus multiculturelle, qui ressemble un petit peu à certaines des laïcités qu'on a, enfin certaines des processus de vivre ensemble, hein, qu'on retrouve aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Belgique, aux Pays-Bas, qui effectivement sont des types de laïcité qui acceptent la religion des autres dès lors qu'il y a de la part effectivement des religieux non prosélytisme. Et c'est quelque chose qui est assez frappant quand on regarde la question du voile, par exemple. C'est-à-dire que dans ceux que j'appelle les millennials, hein, les personnes nées dans les années 80-90, le voile n'est plus un problème pour vivre en société pour eux. Notamment, en fait, le voile de la rue. Hein. C'est pas le voile de l'école, là, il n'y a pas de question sur ça. Mais par contre, chez les mêmes, y compris notamment à gauche, eh ben, chez les boomers, hein, ceux qui sont nés dans les années 40-50, ça continue à être considéré comme un problème. Donc on voit effectivement qu'il y a des transformations. Voilà. Et donc, ce que vous me racontez de Fracture française, c'est effectivement ce que je constate dans d'autres enquêtes. Et en fait, le truc intéressant, c'est que vraisemblablement, Fracture française permettrait de faire la même chose si on faisait un fichier cumulé. Voilà, je vais laisser le rapporteur continuer ses questions. Je vais vous demander de bien vouloir excuser, je vais devoir vous quitter parce que j'ai une obligation à un autre endroit de l'Assemblée. Donc, mille excuses, Monsieur Tibéri, mais je reprendrai le fil de votre audition en la regardant en replay. Je laisse donc le rapporteur et puis il y aura également notre collègue Buisson qui aura aussi une question à vous poser. Toutes mes excuses encore de devoir vous quitter et je vous laisse donc aux mains, entre Merci. guillemets, de Monsieur le rapporteur.
Merci, Monsieur le Président. Alors, je voudrais revenir sur le terme d'islamophobie qu'on entend quand même beaucoup dans le débat public. Qu'est-ce que vous en pensez de ce terme? Parce qu'il y en a qui parlent d'islamophobie, il y en a qui parlent plutôt de musulmamophobie. La loi de 2004, notamment sur l'interdiction des signes religieux ostensibles dans l'enseignement primaire et secondaire, ou l'interdiction récente, rappelez-vous, de l'abaya par le ministre Gabriel Attal en 2023, est-ce qu'ils ont pu être ressentis comme islamophobes ou discriminatoires par une partie des musulmans vivant en France? Quel est votre avis sur la stratégie frériste qui consiste à qualifier d'islamophobe toute résistance à son entrisme? Hmm. C'est une sacrée question. Euh, Première chose, ce terme d'islamophobie est débattu et combattu en France. Il l'est beaucoup moins, notamment dans la recherche sur la diversité, etc., au niveau européen, au niveau nord-américain. En gros, ça fait partie aujourd'hui, effectivement, ça fait partie aujourd'hui du vocabulaire classique des enquêtes comparatives, quoi. Ce terme-là, effectivement, bon, comme beaucoup de termes, hein, est aussi un terme qui peut être utilisé à des fins militantes, hein, et très clairement par des organisations qui peuvent être plus ou moins rigoristes, plus ou moins conservatrices. Et le souci, une partie du débat, à mon sens, est un débat où on devrait parfois euh, laisser tomber le vocabulaire pour regarder les faits qu'ils sont censés mesurer. Je m'explique. Quand on y réfléchit, et Pierre-André Taguieff le disait très fortement sur la question, par exemple, de l'antisémitisme, il disait que le terme antisémitisme n'était pas un bon terme, parce qu'effectivement, la notion de sémite dépasse largement la question du peuple juif. Donc, il parlait de judéophobie. D'autres vous disent que islamophobie comme judéophobie, ça renvoie à du vocabulaire médical et que c'est un vrai problème. Bon. Bref, on peut raisonner sur ces questions-là. Moi, ce n'est pas forcément le truc qui m'intéresse le plus. Caroline Fourest, à un moment, parlait de racisme anti-musulman. Le souci quand on utilise d'expression, c'est que les musulmans ne sont pas une race. Et donc, on se retrouve dans une situation où on utilise un mot un peu bizarre. Ce qui m'importe en revanche, c'est de vérifier si oui ou non, il y a des comportements discriminatoires dus à une appartenance religieuse ou une appartenance religieuse supposée. Et là, on a quand même un certain nombre d'indications qui laissent à penser qu'effectivement, il y a des actes qui visent spécifiquement des musulmans sous le prétexte qu'ils sont musulmans. Et notamment, désormais, hein, le ministère de l'Intérieur recense ce type d'actes, même si c'est nécessairement les plus graves. Ça n'a pas forcément à voir, par exemple, avec des insultes ou des refus d'accès à certains magasins, etc. Mais il n'empêche que ces actes existent et doivent être également sanctionnés puisqu'ils tombent sous le coup de la loi. Et surtout, ils doivent être vraisemblablement d'abord aussi être entendus et reconnus comme étant des actes délictueux. Et donc là, il y a un enjeu, je pense, et c'est une partie de l'histoire qui se noue avec les musulmans de France, c'est l'impression que ce qui leur arrive ne sera pas considéré comme aussi injuste que ce qui peut arriver à d'autres groupes. Et ça, c'est quelque chose qui effectivement interroge notre contrat. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'enquête qu'on avait faite sur Sarcelles. Et elle était extrêmement intéressante, cette enquête, parce qu'on voulait notamment effectivement travailler sur les relations intergroupes. Et on avait une expérimentation. Cette expérimentation portait sur, voilà, en gros, c'est aléatoire, donc les gens ne savaient pas exactement ce qu'on allait leur faire faire. C'est ça qui est intéressant. Donc, on racontait l'histoire avec Nona Meyer, donc l'histoire d'un monsieur d'une quarantaine d'années qui est pris à partie par des jeunes dans une commune de l'Est de l'Est de l'Île-de-France et qui a été traité soit de sale juif, de sale noir, de sale français ou de sale arabe. Et un des trucs intéressants, on demande aux gens, à votre avis, est-ce que ce comportement est très grave, assez grave, pas très grave, pas grave du tout. Dans cette cité, dont on sait qu'il y a eu des tensions communautaires, dont on sait qu'il y a eu il y a eu effectivement des actes antisémites, la- l'insulte sale juif
est celle qui est la plus rejetée par tous, y compris par les musulmans, etc. Et donc, ça montre combien, effectivement, il y a dans la population française, dans la population de Sarcelles, clairement une volonté aussi de lutter contre l'antisémitisme. Et c'est quand même plutôt une sacrée bonne nouvelle. Le truc qui est plus problématique, c'est qu'après, on leur demande, on leur dit, bon ben voilà, ce monsieur allait porte plainte au commissariat. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la police a tout fait pour retrouver les coupables ou au contraire, elle a classé l'affaire? Et là, la mauvaise nouvelle de ce point de vue-là, c'est que uniquement quand il s'agissait de l'insulte sale juif, ils pensaient que la police allait effectivement enquêter. Et donc, c'est naturellement des questions de perception. Mais derrière ces perceptions, ça raconte effectivement le besoin pour une partie importante de la communauté nationale d'être traité comme les autres et de pouvoir bénéficier des mêmes logiques de protection. Donc, vous voyez, et donc, pour revenir à votre question sur effectivement l'utilisation par certains acteurs d'une logique d'islamophobie, voire même d'islamophobie d'État, hein, sur le voile, sur l'abaya, etc. C'est une question complexe, hein, et quand on prend cette fois-ci le point de vue des enquêtes. Et en fait, un des trucs très intéressants, dès 2005, on constatait que les gens avaient des opinions extrêmement tranchées. C'est-à-dire que le rejet du voile, ben, c'était quelque chose. On avait aussi fait une expérimentation pour essayer de les faire bouger en fonction des arguments. Impossible de les faire bouger. Pour beaucoup, les choses étaient très claires. Pour eux, ben, les signes ostentatoires religieux n'avaient pas leur place à l'école, point. Voilà. Après, la question est effectivement comment on gère un signe religieux, comment on gère un signe d'appartenance, comment dans l'école de la République, on réussit aussi à parler de la diversité religieuse. Et c'est un vrai truc intéressant, à la fois de la diversité religieuse comme, à mon sens, de l'athéisme. Et donc, effectivement, de la mise à distance de la religion, de la réflexion autour de la religion. Je crois que pas mal de profs réussissent quand même à faire des choses assez intéressantes sur ces questions. Merci, Monsieur Tiberi. Vous parlez de la distinction de perception dans les actes anti-musulmans par rapport, par exemple, aux actes antisémites. On peut quand même rappeler qu'entre janvier et mai 2025, on avait, je crois, 504 actes antisémites recensés contre 145 actes anti-musulmans. Les deux sont en croissance forte, mais ramené au taux de population, il est évidemment extrêmement plus élevé du côté antisémite. C'est peut-être une erreur de croire qu'on ne s'occupe pas du tout des actes anti-musulmans. Bien au contraire, je pense que l'État, la représentation nationale s'en occupe et avec beaucoup de sérieux, y compris les services de renseignement qui protègent les lieux de culte l'un et de l'autre. Mais il est vrai qu'il y a quand même une croissance beaucoup plus forte dans les actes antisémites. Pour ma part, en tout cas, je vous remercie d'avoir répondu à toutes mes questions et je vais laisser la parole à mon collègue, le député Buisson, qui a certainement de bonnes questions à vous poser également. Bonjour. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, merci monsieur le rapporteur. Monsieur, bonjour aussi. Alors des bonnes questions, je ne sais pas, je vais essayer. En tout cas, c'est un thème qui est pas simple, effectivement. J'avais envie de d'abord vous poser une question peut-être un petit peu polémique. Vous avez dit tout à l'heure que plus les minorités sont visibles, plus, même après plusieurs générations, elles votent à gauche. Hein, c'est ce que j'ai compris. Je mets ça en parallèle avec les peurs de la droite, finalement, voire de l'extrême droite. Il y a l'exemple américain avec le vote de Trump, de la dernière chance, je ne sais pas, vous en avez dû en entendre parler, alors de la dernière chance, je suppose peut-être du vote blanc, enfin je ne sais pas. Et donc est-ce que vous pensez qu'il y a aussi une sorte de la part de la France insoumise, par exemple, ou d'autres partis de gauche, d'une course contre la montre électorale, mais des deux côtés finalement, et qui serait exploitée, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous le ressentez dans les enquêtes? Alors, le ressentir, difficile à dire, mais effectivement, pardon, j'ai une espèce de retour de son, voilà, peut-être que ça va aller mieux. Désolé. Oui, alors pour revenir à votre question, le cas américain est un cas extrêmement intéressant, effectivement, où on voit effectivement
une forme de color line, c'est-à-dire que le vote pour les candidats démocrates, dès lors que le mouvement des droits civiques a eu lieu aux États-Unis, donc grosso modo les années 60, 64, 68, à partir de ce moment-là, le vote des Afro-Américains pour les démocrates a été autour de 80 à 90%. On pensait que la même chose allait se jouer sur la question des latinos. C'est-à-dire que dans les années 90 puis 2000, on voyait le même type d'alignement, de suralignement de ce groupe, indépendamment des autres caractéristiques, notamment des caractéristiques religieuses, etc. On voyait effectivement que ce vote avait tendance effectivement à devenir un vote très fortement démocrate. Les choses ont effectivement un peu bougé et en 2020 et en 2024. C'est-à-dire qu'on a vu que le bloc latino n'était pas forcément un bloc. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça montre peut-être la capacité effectivement des républicains à sortir de cette idée des white anglo-saxon protestants contre les minorités ethniques. Et d'ailleurs, en fait, on se rend compte que les minorités ethniques ont des manières de se politiser qui vont fortement différer selon leur situation. Typiquement, ce que les Américains appellent les Asian Americans, donc notamment d'origine Vietnam, Laos, Cambodge, pas encore Chine, ils ne sont pas encore assez nombreux pour être mesurés en tant que tels, mais effectivement, sont un groupe qui, par exemple, a plus de chances de voter pour les républicains. Donc on se rend compte effectivement que l'immigration, le fait d'être immigré n'est pas nécessairement un gage de vote pour la gauche. Et donc la question, en fait, c'est la question de la reconnaissance. Et on commence à avoir des travaux intéressants sur les personnes d'origine asiatique en France et leur politisation. Et on se rend compte que c'est leur politisation, alors même qu'elles et ils sont aussi touchés par un racisme spécifique dû à leur visibilité, va pas forcément être va pas être beaucoup moins, enfin vous le verrez d'ailleurs dans les graphiques, hein, je l'indique, va pas être nécessairement très favorable à la gauche. C'est particulièrement le cas, par exemple, des immigrés du Vietnam, du Laos et du Cambodge, qui sont le groupe le plus placé à droite, par exemple. Leurs descendants sont plus proches des natifs, de natifs, de natifs. Donc ça montre en fait que derrière, il y a aussi des questions d'histoire, il y a des questions de culture, de positionnement. Il y a aussi possiblement la possibilité, je suis désolé, je commence à fatiguer. Ça renvoie effectivement aussi à des récits et la manière dont on tient compte effectivement de ces différentes populations et de leurs besoins. Vraisemblablement que effectivement, et donc il y a un travail très intéressant fait par ma collègue Hélène Lebaille sur cette question. euh, Depuis la présidence de Nicolas Sarkozy, il y a désormais une reconnaissance claire des immigrés et des descendants originaires de l'Asie du Sud-Est, et ça donne des résultats différents et des politisations différentes. Il n'empêche que pour revenir à votre question, monsieur le député, effectivement, une partie de l'histoire et notamment de la polarisation, notamment parmi certains électeurs, tient effectivement à ce qu'ils pensent être en phase de minorisation. Et effectivement, c'est là où la question du grand remplacement, d'un point de vue démographique, beaucoup de démographes de renom nous disent que ce n'est pas forcément ce qui est en train d'arriver. Mais en attendant, elle renvoie effectivement à une impression qui explique pas mal de positionnements, et notamment de positionnements vers des votes plutôt qui vont se retrouver, alors qu'on retrouvait chez Nicolas Sarkozy en 2012, qu'on retrouvait effectivement chez François Fillon et chez Marine Le Pen en 2017, qu'on retrouvait chez Éric Zemmour, alors moins chez Valérie Pécresse parce qu'elle était vraiment beaucoup plus basse, mais chez Éric Zemmour et chez Marine Le Pen notamment. Donc effectivement, il y a quelque chose qui se joue là. Effectivement. Très bien. Et qu'on a aussi retrouvé, alors je ne sais plus qui avait prononcé cette phrase, mais chez un dirigeant étranger qui avait dit qu'il y avait eu la colonisation dans un sens et puis qu'il y aurait la colonisation par les ventres dans l'autre sens. Donc on peut retrouver cet argument des deux côtés. J'avais juste une dernière question sur, parce qu'on parlait beaucoup du sentiment c'est vrai, de discrimination, d'islamophobie, même si effectivement le terme est par certains contesté. Et donc effectivement, on a ce sentiment d'un vote des personnes d'origine étrangère qui pourrait être orienté par cela. Je l'ai bien compris.
et ça se comprend d'ailleurs. Mais est-ce que, dans l'autre sens, est-ce que cette masse d'électeurs ou de futurs électeurs s'interrogent aussi sur eux-mêmes? C'est-à-dire par rapport, quand on reprend, il y avait eu des enquêtes sur les attaques face à Israël, les attentats du 11 septembre, les massacres de Charlie Hebdo, et alors c'est vrai qu'on peut s'interroger sur nos institutions, comme vous avez dit, le racisme systémique, etc. Mais est-ce que dans vos enquêtes, les musulmans s'interrogent sur eux-mêmes face à leurs propres extrémistes, j'allais dire, parce on ne fait pas souvent ce procès à la droite. Vous voyez, quand il arrive, quand vous avez un extrémiste de droite qui fait quelque chose, on ne va pas lui dire, oui, mais alors est-ce que pour vous, Hitler, c'est plutôt ci, c'est plutôt ça, ou alors, on a bien dit la charia. Qu'est-ce que c'est la charia pour les musulmans? On ne demande pas quand vous faites, enfin il me semble, quand vous demandez, faites des enquêtes sur l'extrême droite, est-ce que vous avez chipoté de savoir si c'est vous voyez, quelle est sa représentation du racisme, etc. Donc, est-ce que la communauté musulmane s'interroge sur leurs extrémistes, ou est-ce qu'ils pensent qu'ils ne font pas partie de leur communauté, ce qu'on entend des fois? Est-ce que nous, du coup, on a parfois du mal à admettre? Alors, il y a plusieurs manières de vous répondre. On n'a pas tant que ça d'enquête, mais la première qui m'a sauté à la tête, c'est celle qu'avait faite effectivement le collectif autour d'Olivier Galland et d'Anne Muxel sur les réactions, notamment aux attentats de 2015. Et ce qui était quand même sacrément intéressant, c'est qu'effectivement, mais l'essentiel des jeunes qu'ils avaient interrogés étaient des jeunes qui rejetaient catégoriquement ce qui s'était passé. Et donc, c'est en soi intéressant. Après, la question est, est-ce que quelque part, il n'y avait pas aussi un biais de désirabilité? C'est-à-dire, est-ce que c'est complètement vrai? Est-ce qu'ils sont vraiment, est-ce qu'ils rejettent complètement ou est-ce qu'ils veulent se conformer à ce qu'on attend d'eux? C'est pas simple hein, en termes de mesure et c'est quelque chose qu'on retrouve à plein d'autres endroits. La désirabilité sociale, c'est quelque chose qui est un vrai souci dans les enquêtes en général. Je crois qu'un des enjeux, et c'est un peu quelque chose que je retire de votre question, hein. La question, c'est est-ce que il y a une espèce de continuité entre être musulman, être musulman conservateur, être islamiste, être extrémiste, etc., etc. De la même et on peut se poser la même question d'une espèce de logique de continuité, par exemple, chez certains protestants born again américains qui, par exemple, comptent effectivement là aussi des gens qui, semble-t-il, sont très, très, très éloignés de la culture du vivre ensemble, quoi. Et donc là, une des vraies interrogations, et c'est là où je suis obligé de vous dire, bah, j'ai plus parce qu'ils ne sont pas assez nombreux. C'est un peu le problème quand on travaille sur ce que j'appelais les musulmans de la porte d'à côté, où ça va aussi pour les catholiques de la porte d'à côté. Et alors les évangéliques, on ne les a pas encore assez en France pour pouvoir vraiment avoir de très bonnes études dessus. Mais là, grosso modo, on ne les voit plus. On ne les a plus dans les enquêtes, en fait. Et donc, il est extrêmement compliqué. Et donc, effectivement, Anne Muxel et Olivier Galland avaient essayé de le faire, de mesurer la question de la radicalité et de la radicalité religieuse. Mais ça vaut aussi pour la radicalité en général. C'est-à-dire que leur livre, La tentation radicale, était aussi un livre qui interrogeait la radicalité politique et qui avait effectivement, là aussi, en termes d'enquête, du mal. Il y avait une espèce de halo de radicalité, mais ce halo de radicalité interroge sur est-ce que c'est continu, est-ce que c'est des phénomènes effectivement de contamination, ou est-ce que quelque part on passe dans quelque chose de complètement différent. Et c'est là où c'est très très compliqué. Mais vous avez quand même de mémoire une très belle étude de Xavier Chrétier. Je suis désolé, hein, c'est mon. Voilà, je vous donne les résultats qu'on a, hein, ils ne sont pas toujours satisfaisants, je sais bien. Mais il y avait un travail très, très intéressant que Xavier Chrétier avait fait sur le profil des djihadistes qui étaient emprisonnés. Et donc, il avait fait tout un travail qui essayait de comprendre comment effectivement se mettait en place cet ensemble de facteurs dispositionnels, mais aussi personnels, qui allaient effectivement aboutir à ce que ces individus se retrouvent d'abord fichés S et puis ensuite en prison parce qu'effectivement, ils avaient commis ou ils avaient accompagné des attentats. Donc, je vous suggère d'aller la regarder parce que je trouve qu'elle est sacrément intéressante. Et elle montre que, en fait, il n'y a pas un modèle pur. Voilà, il y a plusieurs modèles qui amènent à ces effets-là.
Alors, naturellement, là, on parle des djihadistes, hein, des condamnés. C'est pas non plus les mouvements conservateurs musulmans. Voilà, là, on ne les a pas non plus. Je suis désolé. Enfin, en tout cas, moi, je les ai pas. Merci, chers collègues. Merci, Monsieur Tibéri, pour cette audition très, très instructive. Donc, vous pourrez retrouver le Merci. compte-rendu en ligne sur le site de l'Assemblée nationale d'ici quelques jours. Et en tout cas, merci pour votre contribution. Donc, prochaine Merci séance beaucoup. la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci.